conscience de l'être cosmique prend les traits réguliers d'une femme qui s'affirme en puissance et avec retenue dans la partie supérieure du monde, 21e lame du tarot. Elle tient en main gauche un diadème et en main droite la rampe d'une bannière qui flotte au vent, symbole d'une conscience universelle et intemporelle qui se maintient d'elle-même en surplomb de la partie inférieure de la lame, le monde temporel, où évolue un chevalier, lui aussi armé d'une bannière. Un même esprit de chevalerie anime la femme et l'homme, deux natures et deux niveaux de conscience à présent intimement imbriqués l'un dans l'autre. La conscience intemporelle embrase la conscience temporelle qui embrasse en retour la conscience intemporelle. Un va-et-vient à présent permanent de ces deux consciences éclairées, s'éclairant l'une l'autre. On ne saurait même dire qui initie la présence de l'autre sur cette lame, si c'est le preux chevalier qui fait advenir en soi-même la conscience universelle et intemporelle, ou si c'est cette conscience qui initie le retour du chevalier dans le monde auprès de ses semblables après s'être uni intimement à lui. Car après avoir goûté à l'au-delà, l'être cosmique n'a d'autre choix que de retourner auprès de ses frères et sœurs humains. Partager avec eux toute une manne de connaissances et de conscience, comme une abeille rejoint sa ruche gorgée de pollen. Dans l'Égypte antique, l'abeille du sud et le roseau du nord symbolisaient la haute et la basse Égypte, une nature double sacralisant la terre d'Égypte et irriguant comme le Nil la vie et la pensée des Égyptiens, deux symboles duels rattachés à cette parité sud-nord de leur terre. Lotus papyrus, couronne blanche rouge, vautour cobra, abeille roseau, etc. L'Égypte antique était ainsi bien plus que l'union des pays nord et sud, additionnant leur superficie et leurs ressources naturelles et renforçant le pays tout entier jusqu'à le faire rayonner en puissance et gloire à travers les millénaires. C'était à la fois la terre du pharaon historique et celle de l'homme cosmique qu'il symbolise lui-même, revivifiant et révélant ses structures doubles, métaphysiques et cosmiques pour vivre sa vie en puissance. Les traditions sacrées de l'Égypte antique et de l'Inde se nourrissent de cette dimension cosmique de l'être enseignée depuis des milliers d'années en Inde et dans les écoles de mystère égyptiennes. En Inde, dit Ishara Labiris sur le site temple Yoni Matré, en Inde, la déesse abeille hindoue Brahmari, Devi, tire son nom du mot Brahmari, qui signifie abeille en hindi. L'adjectif Brahmaran peut aussi signifier douce sucrée comme le miel, ou ce qui produit l'extase. Brahmari Devi est associée aux abeilles, aux guêpes et frelons. Traditionnellement, elle est représentée tenant une massue, un trident, une épée et un bouclier dans ses quatre mains. On dit qu'elle réside dans le chakra du cœur, d'où elle émet le son de bourdonnement des abeilles, appelé Brahmaran. Le son du bourdonnement des abeilles est émulé dans les chants védiques et on le représente le son essentiel de l'univers par ce bourdonnement partout en Inde.
Il suffit de contempler cette statue du Bodhisattva Avalokiteshvara au musée Guimet pour percevoir ce bourdonnement dans les chakras du cœur et du plexus solaire. Et soudain, c'est une vague de bien-être sublime, au-delà de toute conscience, qui déferle partout en soi-même, nous fait sourire comme Avalokiteshvara et demeurer ainsi comme en extase, en empathie avec tout ce qui est en soi et hors de soi. Toutes les perceptions se réduisent alors à cette vibration bienheureuse qui se propage en nous-mêmes sous la forme d'ondes circulaires, comme à la surface d'une eau au repos percutée par une goutte d'eau. Ce n'est qu'en s'arrachant à cet état de bien-être sublime, comme un bodhisattva s'arrache à sa dimension divine pour s'épancher auprès des humains, que la conscience se reprend en main pour visualiser et symboliser les niveaux de conscience qu'elle vient de traverser dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. La géométrie sacrée représente les formes de la géométrie euclidienne à réactiver mentalement par des tracés en conscience pour relier dans les deux sens ce qui est en haut et ce qui est en bas. Pour paraphraser la table d'émeraude des alchimistes. Tout en bas, le carré symbolise la stabilité, l'équilibre et la pensée rationnelle. Puis vient le cercle, l'onde en mouvement, créée à partir du centre divin, l'aura de Dieu. Entre le cercle et le carré, la quadrature du cercle consiste à passer du monde spirituel, le cercle, au monde matériel, le carré, et d'effectuer ce passage dans les deux sens. Voilà la vision euclidienne du monde dans la partie basse du monde du tarot, à laquelle succède, dans la partie supérieure, une autre vision étrangement proche de celle des scientifiques contemporains. La femme s'élève en effet au-delà d'une vague ondoyante de structures fractales. La bannière qu'elle tient en main droite ondule et flotte au vent cosmique autour de la pointe de sa hampe, symbole vivant de la double nature ondulatoire et corpusculaire de la lumière. Le diadème qu'elle tient en main gauche vibre et émet les ondes de ses formes parfaites cristallines. Autrement dit, tout vibre à ce niveau cosmique de l'être en symbiose à présent avec les vibrations du cosmos, mais à condition d'activer mentalement en soi-même le lemniscate de Bernoulli, reliant les deux cerveaux, une activation initiée par l'ermite du tarot et déterminante pour devenir et demeurer en soi-même androgyne. La science contemporaine n'a jamais illustré aussi bien la conscience cosmique de l'être androgyne. Mais face à ce nouveau monde, l'ancien monde se sent menacé et pour préserver ses précarés, se bat contre les héros scientifiques et les connaissances éveillant et stimulant les consciences. Ces adversaires du nouveau monde occupent souvent des positions hiérarchiques qui leur donnent des moyens pour imposer leurs convictions, dit Alain Boudet sur son site Spiritualité, Science et Développement. Je le cite. En ayant facilement accès aux moyens de communication, ils peuvent orienter la pensée commune et déclencher des campagnes d'opinion pour ridiculiser les adversaires, ou bien ils font en sorte d'étouffer leurs moyens d'expression et d'action. Ils ont la possibilité de refuser la publication d'un article dans un journal scientifique. Ils peuvent couper
les crédits de recherche d'une équipe, ils peuvent également rejeter les résultats expérimentaux nouveaux de leurs collaborateurs qui ne correspondent pas aux théories établies. En biologie, le cas du professeur Benveniste est typique de cette opposition farouche. En 1971, Jacques Benveniste, médecin et immunologiste français, qui vécut de 1935 à 2004, a une grande notoriété après sa découverte d'un facteur activateur des plaquettes sanguines. Par la suite, il étudie les réactions de globules blancs mis en présence d'anticorps spécifiques. En 1988, il démontre, en collaboration avec 5 autres laboratoires de différents pays, qu'il obtient des résultats équivalents lorsqu'il expose les globules blancs à de l'eau ayant contenu ces anticorps et dilués de telle sorte qu'il n'en reste plus aucune molécule. Il interprète le phénomène comme la transmission d'une information de la molécule d'anticorps dans l'eau, d'où le nom de mémoire de l'eau sous-tendant tous ces phénomènes. Il soumet un article pour publication dans la revue Nature. L'article est publié, mais avec un avertissement du rédacteur en chef indiquant que ces observations ne reposent sur aucun fondement physique. Un mois plus tard, ce rédacteur entreprend une parodie d'expertise dans les locaux même du laboratoire de Benveniste, accompagné d'un magicien et d'autres personnes pour détecter d'éventuelles supercheries, ne retenant que les tests négatifs qu'ils ont menés eux-mêmes, et passant sous silence les tests positifs du laboratoire et des autres, il publie un article dénigrant tout le travail de Benveniste. Discrédité, Benveniste est évincé de son institut de recherche, l'INSERM, en 1995. Il en est réduit à s'installer dans un baraquement de chantier pour continuer ses recherches en privé. En 2001, l'équipe de Madeleine Ennis en Irlande, au départ très sceptique sur les théories de Benveniste, refait les expériences et valide ses résultats. Ces conclusions, publiées dans une petite revue, passent inaperçues. Bien d'autres expériences sur les fondements de l'homéopathie sont conduites par la suite avec succès dans d'autres universités, mais restent confidentielles. Il a fallu attendre 20 ans pour que ces phénomènes trouvent une certaine reconnaissance. En 2008, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, découvreur du virus HIV, écrit « La biologie moléculaire a atteint des limites et elle n'explique pas tout. Certains phénomènes, comme l'homéopathie, restent mystérieux. Je fais allusion à certaines idées de Jacques Benveniste, le scientifique qui a inventé la mémoire de l'eau. Car j'ai récemment rencontré des phénomènes que seules ces théories peuvent pouvoir expliquer. » Dans ses recherches, Luc Montagnier arrive à reconstituer l'ADN d'un virus en l'absence de molécules de cet ADN, mais en présence de ses constituants et du signal enregistré dans l'eau émis par la molécule de cet ADN, confirmant expérimentalement les vues de Benveniste. Dans l'institution, il est malvenu de prétendre qu'une information peut être véhiculée d'une molécule à une autre par l'intermédiaire de l'eau. Cette position est imposée sans justification, comme un dogme. Tout chercheur qui veut s'engager dans cette voie est mis à l'écart.
Pourtant, pour un non-spécialiste de la biologie, il n'y a là rien d'extraordinaire. On est habitué au transport d'informations par des ondes, sans que cela nécessite la présence de molécules. Cette information peut agir sur des matières liquides et solides, et par exemple être affichée sur un écran d'ordinateur. Fin de citation. En fait, ce transfert d'informations dans l'eau par des ondes est tabou, car exploité à grande échelle, il entamerait gravement le pouvoir des molécules produites industriellement pour soigner et ruinerait les laboratoires pharmaceutiques. L'histoire du professeur Benveniste est emblématique du pouvoir de ces laboratoires qui dirigent à présent le monde de la santé et la santé du monde. Et la dernière épidémie de Covid-19 en est l'illustration. Mais les laboratoires ne préservent pas seulement leurs profits en combattant ouvertement la mémoire de l'eau. C'est l'accès au corps humain, composé à 95% d'eau, qu'ils interdisent. Comme ils combattent les recherches sur la transmission par l'eau du corps d'informations matérielles, mentales et spirituelles. Car ces informations ne sont pas seulement destinées à soigner les corps et les esprits en souffrance, elles permettent aux hommes et aux femmes qui le souhaitent de se connaître véritablement, de s'épanouir et s'aimer juste en se découvrant comme un nouveau-né découvre l'univers avec émerveillement. Si cette dimension de l'existence sort du domaine de compétences des laboratoires pharmaceutiques, elle ne trompe pas la vigilance de leurs actionnaires monothéistes, ces maîtres de l'ancien monde qui voient ce nouveau monde de connaissances scientifiques et de conscience spirituelle apparaître à l'horizon comme un soleil et leur échapper. Leur seule défense est la division de l'ancien monde de connaissances et de connaissants en une multitude de disciplines scientifiques séparées artificiellement les unes des autres et l'appropriation de ces connaissances par des entreprises et des particuliers au pouvoir financier et matériel démesuré. Mais le nouveau monde est pour eux insaisissable et le restera, car il repose sur l'aspiration et la capacité individuelle des êtres à se développer spirituellement en conscience. Ce n'est qu'une fois atteinte la dimension cosmique de l'être que la conscience individuelle peut s'y diluer avec délice et en reliant tout à tout en soi-même, puis se ressaisir et partager avec empathie la vie de ses frères et sœurs humains aspirant à ce nouveau monde. Et c'est avec joie et gourmandise que l'être se nourrit comme le bateleur du tarot de connaissances scientifiques pour étayer ses intuitions et ses prises de conscience déclenchées par chaque lame du tarot. Le tour de potier en rotation du dieu Cthulhu et les colonnes spiralées du retable de l'église Saint-Léger de Fontgrave, illustrées par la papesse et la roue de fortune, rappellent ainsi les champs de torsion découverts par Nikolai Kozyrev, qui modifient le poids d'un objet en rotation dans certaines conditions. Cet éther non électromagnétique remplissant l'espace transfère de l'énergie à l'objet et s'écoule en mouvement spiralé et transmet instantanément de l'information à distance. Grâce à des détecteurs de flux de torsion, Kozyrev a démontré par d'innombrables expériences que l'énergie des étoiles provient du champ de torsion de l'espace, que tout phénomène physique ou chimique
irréversible produit des flux de torsion, ainsi que la croissance des plantes et les émotions humaines. L'armature entière d'un être vivant et de la matière non vivante est sculptée par cette énergie et fait figure d'antenne captant cette énergie. Et puisqu'il n'existe qu'une énergie à partager par le biologique et le physique, chaque état d'âme, émotion, désir, pensée peut affecter son champ de torsion biologique et physique. En concentrant cette énergie vers un objet, la conscience influence l'objet observé et agit comme un condensateur du flux d'énergie du vide. Ainsi peuvent s'expliquer les phénomènes psy, de communication à distance, de déplacement temporel et de télékinésie. Le diadème tenu en main gauche par la femme et les cristaux du jugement du tarot porte la marque d'une géométrie intérieure sacrée. Je cite Alain Boudet, « Les pierres fines et précieuses ne tirent pas seulement leur valeur de leur beauté, dit-il. Beaucoup possèdent des vertus curatives et protectrices qui ont été reconnues de tout temps dans de nombreux pays. En portant ces pierres sur soi ou en les disposant dans une maison, on ajoute leur action curative à leur effet esthétique et décoratif, à condition de savoir en prendre soin. Deux types de mécanismes sont à l'œuvre dans les cristaux. D'une part, ils emmagasinent des énergies issues de leur environnement dans leur structure interne et les enregistrent en quelque sorte, et d'autre part, ils émettent des rayonnements correcteurs et positifs pour leur proche environnement. Ainsi, l'œil de tigre est une pierre de protection qui retourne les intentions et les ondes négatives à leurs émetteurs. Ainsi, l'énergie de l'améthyste purifie le corps, l'esprit et les lieux de vie. Le quartz rose est calmant et apaisant. L'aigle marine protège et aide les chercheurs spirituels à se relier à leur nature divine. La turquoise régularise le système nerveux et les émotions. Cette fluorite de Chine, de forme octaèdre, clarifie le mental grâce à son action dissolvante sur les émotions. Par ailleurs, les sons sont créateurs de formes. Lorsqu'une plaque sur laquelle on a déposé du sable ou du liquide est soumise à une vibration ou à un son, le sable ou le liquide s'arrange en d'extraordinaires figures géométriques, illustrées par le chariot du tarot. Ces figures sont segmentées en cellules symétriques, d'autant plus fines et complexes que la fréquence vibratoire est élevée. Des gouttes d'eau isolées pulsent et s'organisent en polyèdres. Par ce procédé, le son est transcrit en forme. La voix humaine produit de merveilleuses figures et l'on peut suivre les formes d'une musique. Beaucoup de ces figures acoustiques sont analogues à des formes que l'on trouve dans les végétaux, les animaux et les planètes. Se pourrait-il que le monde et la nature aient été créés par des sons, comme le rapportent les mythes de nombreuses traditions? Il existe aussi dans notre anatomie, dit Alain Boudet, des circuits énergétiques et des corps faits de matière extrêmement tenus et subtils appelés chakras, et corps énergétiques illustrés par le battleur, l'impératrice et le chariot du tarot. Ils sont trop subtils pour être
détecté par les appareils faits de matière dense, mais il est donné à chacun d'apprendre à les ressentir. Ils ont des fonctions de régulation et de communication interne et externe de l'énergie. Leur état de fonctionnement est en correspondance avec nos attitudes et notre développement spirituel. De nouveaux systèmes de lignes sont actuellement intensément activés pour accompagner l'humanité et la Terre dans ces changements. Sous l'influence des transformations énergétiques globales de l'humanité, pilotées par ces géométries directrices d'énergie, tous les corps subtils sont appelés à se réorganiser afin que les êtres humains soient à nouveau en connexion directe avec leur soi supérieur, ou dit autrement, soient investis de leur soi supérieur, dont ils deviennent l'expression. Cela se traduit par la mise en place d'un nouveau système de lignes de circulation énergétique dans les corps subtils supérieurs, les lignes cristallines. Les lignes cristallines du corps humain se situent dans la 5e dimension et nourrissent les méridiens et les chakras qui se situent dans la 4e dimension. Ces lignes s'étendent au-delà du corps humain sur la Terre, les planètes, le système solaire, les galaxies et dans l'univers sous forme de grilles et de réseaux. Leur fonction est de relier tous les niveaux de la création, depuis l'univers jusqu'à l'être humain. Fin de citation. Alors, l'être cosmique cristallise en soi-même son propre Merkaba, un cristal de lumière tracé par Dürer sur sa gravure Mélancolia I, qui n'apparaît qu'aux initiés sous la forme de 2 tétraèdres invisibles, au sommet supérieur et inférieur du polyèdre, à présent réunis et imbriqués l'un dans l'autre avec délice. En cet état, l'être cosmique déploierait une aura de lumière, un disque d'énergie de 17 mètres environ, le nombre 17 du carré magique de Mélancolia I, leur conférant une vision holistique d'eux-mêmes et du cosmos. Regarde attentivement la nature, dit Dürer. Dirige-toi d'après elle et ne t'en écarte pas, t'imaginant que tu trouveras mieux par toi-même. Ce serait une illusion. L'art est vraiment caché dans la nature. Celui qui peut l'en tirer le possédera. Plus la forme de ton œuvre est semblable à la forme vivante, plus ton œuvre paraît bonne. Cela est certain. N'aie donc jamais la pensée de faire quelque chose de meilleur que ce que Dieu a fait, car ta puissance est un pur néant en face de l'activité créatrice de Dieu. L'art cesse d'être uniquement le produit du sentiment individuel. Transmis et appris, il se féconde lui-même. Fin de citation. Cet art royal est régi par Isis, Notre-Dame de la pensée androgyne, réfléchissant et se réfléchissant soi-même dans son miroir d'eau, surgissant des jardins de Versailles et de ses jeux d'eau comme Apollon. À présent, sous l'égide d'Isis, pour qu'advienne ce monde nouveau, tant attendu de paix, de fraternité, d'écoute, de compréhension et d'harmonie, que chacune et chacun oriente ses pensées et ses sentiments vers la confiance, le pardon, le don, l'écoute, l'entraide et la joie. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association des étoiles à cette adresse et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.